pour prendre des mesures dissuasives. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, vous citiez tout à l'heure le problème de la loi anti-casseurs qui, à l'époque, tout ça remonte à des temps bien lointains, prévoyait que la simple présence sur les lieux pouvait être constitutive d'un délit. Je trouve qu'il y a là quelque chose quand même d'inquiétant, parce que par définition, quand on poursuit quelqu'un au pénal, on lui dit parce que vous avez fait ceci, et non pas parce que vous étiez pas loin d'un endroit où il s'est passé cela. Parce que ça, c'est quand même un peu facile. Je suis convaincu qu'on ne parviendra pas à résoudre ce problème par la seule répression. Soyons clairs. Si on a la preuve que quelqu'un a commis un délit, jeté je ne sais quoi, des pierres ou autre chose sur les forces de l'ordre, là, il n'y a aucune raison de ne pas poursuivre cette personne. Mais ce qui est essentiel, c'est que cela ne se reproduise pas. Et je ne suis pas d'accord pour dire qu'il y a des générations perdues. Je pense qu'arrêter un certain nombre de gens pour leur apprendre un peu ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Lebord, je vais vous faire réécouter ce qu'on a écouté en début d'émission avec des émeutiers. Je vais vous faire écouter et vous allez me dire ce qu'on peut faire pour ces jeunes gens. C'est la deuxième fois qu'on le passe dans l'émission. Mais je vous assure, vous êtes bien optimiste si vous pensez qu'on peut faire quelque chose pour ces jeunes gens. Écoutez. Attendez, on n'a pas d'âme ici. Voilà. Qu'on gagne ou qu'on perd, c'est le feu. On perd, on gagne. Ça va exploser ici, les gars. Je vous le dis. Voilà, je vous le dis. Voilà. Oui, c'est quoi votre programme après, du coup ? Ah ouais, on va tout casser. Ah, on va tout cramer. Non. Moi, c'est Paris. Ouais, Free Palestine. Oh Là, c'est la guerre. C'est vraiment la guerre. Je suis avec le masque. Là, je vais faire la guerre, tout simplement, pour ma ville. Ah, c'est ça, c'est la guerre. Le cancer, c'est la guerre. Restez brochés les keufs. Le camp va faire de la dinguerie. PSG qui gagne ou qui perd, le camp va rester broché. C'est la guerre. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine, les gars. Tahria Palestine, wallah. C'est quoi le problème ? C'est de rejoindre les champs, là ? Oui, c'est de rejoindre les Champs-Élysées, mais bon, il faut un barrage. J'ai un mortier sur moi, ça peut être danger. Ça peut être dangereux. Ils vont te contrôler, tu penses ? Ils vont contrôler un par un, ils vont essayer de décaler les mortiers, tout ça, essayer d'intercepter. On va attendre un peu, essayer de rentrer avec la masse. L'année dernière, on les a eus. Ils n'étaient pas prêts que le Paris allait gagner, parce que personne s'y attendait. Mais là, ils sont très très bons, ils ont tout prévu. T'as vu, mes parents, ils m'attendent à la maison, mais je suis venu là, je vais faire le feu. La police qui vienne. Pensez vraiment que ces jeunes gens, on peut faire quelque chose contre eux, je pense les rééduquer? Ils sont dans un état de primarité, de sauvagerie, disons-le, qui est clair. Mais je ne pense pas que ce soit désespéré. Et si on s'en tient purement et simplement à la répression, qui est une dimension nécessaire, je ne dis pas qu'il faut l'écarter, mais qu'on n'entre pas dans une formation. Enfin, il y a quand même un côté primaire, élémentaire dans ses propos qui fait peur. Fabien Teruniente est avec nous, il n'a pas pris la parole depuis 16 heures, Fabien. Non, mais on parlera tout à l'heure de manière plus joyeuse du PSG. J'écoutais vos propos parce qu'évidemment, la joie est un peu de fêter ce deuxième titre est un peu entachée. C'est sûr que quand on entend ce qui se passe, mais il faut voir l'ensemble de la population française. Je trouve que quand même, le foot, le Tour de France, les Jeux Olympiques, apporte de la joie. Cette joie collective, on en a besoin aussi. Je voyais, moi, des gamins qui se rappelleront toute leur vie que le Paris Saint-Germain était gagnant. On peut pas leur enlever tout ça. Donc il faut, je ne sais pas ce qu'il faut faire parce que je ne suis pas un spécialiste. Je pense qu'il y a un affaissement de l'éducation, mais grave, parce que j'ai un copain, moi, Stomy Bugsy, qui a vu le match dans un bar à chicha, et à la fin du match, les mecs ont dit, moi, garde à vue, ils avaient pris leur jour, hein. Donc ils avaient pris leur jour. Ils étaient au courant. Donc ils partaient en garde à vue comme on part en vacances. Voilà, ça c'est un fait. On me l'a rapporté. Donc votre ami Stomy Bugsy regarde un match dans un bar à chicha. Oui, tout à fait. Donc dans Paris. Pourquoi pas? Oui, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous n'y allez pas, vous, dans les bars à chicha? Non, je vais peu dans les bars à chicha, mais bon, vous auriez beaucoup de succès. Mais ce que vous n'avez pas entendu, Olivier Guénec. Je voulais juste dire que ça ne fait pas plaisir quand même à la direction du Paris Saint-Germain de voir ça. Bien sûr, évidemment, mais ça fait des... Je vous ai pas entendu, Olivier Guénec, sur ce sujet. Vous avez regardé le match? Je sais pas, c'est bizarre. Moi, j'étais dans le 6e arrondissement de Paris et on était dans un bar. Rue de la Soif.
Et non, pas rue de la Soif. Mais ensuite, ça s'est extrêmement bien passé quand on est sorti. Moi, je pense qu'on est sorti, on a célébré avec tout le monde jusqu'à 23h et minuit. Et pour le coup, moi, je n'ai rien vu de tout ce dont on parle depuis le début, mais ensuite, comme vous dites, il y a des endroits où ça s'est très bien passé. Moi, j'étais dans l'un de ces endroits-là où tout le monde célébrait ensemble, où il n'y avait pas de débordement, où les pompiers étaient applaudis quand ils passaient, où on a tous dansé ensemble. Voilà, il n'y avait pas du tout de tout ce qu'on a décrit. En traversant Paris, j'ai vu beaucoup d'endroits qui étaient festifs. Et Sabrina, vous êtes vous habitez, pardonnez-moi, Porte de Saint-Cloud, donc vous aviez quitté cette fois-ci, parce qu'en demi-finale, on se souvient que des jeunes gens avaient voulu rentrer dans votre immeuble. Oui, j'ai quitté Paris pour ce match, parce que je savais que mon quartier allait devenir une zone de guerre, et je ne me suis pas trompée. C'était pire avant-hier soir, que le mois dernier. C'est une réalité, et moi j'aimerais apporter une petite contradiction, maître, à votre explication. Et en tout cas, vous êtes juriste, vous parlez au nom du droit, mais vous escamotez une dimension qui est fondamentale dans ce qui se passe aujourd'hui, avec, excusez-moi, l'expression écrasante, ou la surreprésentation écrasante des enfants issus de l'immigration dans toutes les émeutes que l'on voit, c'est la dimension culturelle. Vous ne résoudrez rien avec le droit, croyez-moi. Le vrai sujet, il est lié à l'immigration, il est lié à ses codes culturels, il est lié à l'éducation que reçoivent ces jeunes gamins, qui souvent sont placés en chef de famille par les mères. Leurs rejetons remplacent finalement le père. Ils sont eux-mêmes initiés aux règles du caïda du quartier, qu'ils imitent parce qu'ils ont des modèles qui ne sont pas des modèles, pardonnez-moi, français. Je suis désolée de le dire. Ils éprouvent, ils ressentent une hostilité profonde envers la France, envers ce que nous sommes, envers ce que nous représentons. Et ils ont des activités, ou en tout cas des dynamiques, qui sont antinomiques à notre universalisme. Le réflexe de la fierté intragroupale, l'appartenance communautaire, la logique clanique, la logique de conquête territoriale, la logique même de contexte sexuel. On peut même aller plus loin que ça. C'est une grille de lecture qui n'est jamais abordée par le politique, et c'est un des problèmes, malheureusement, de l'importation de l'immigration. Et nous en sommes aujourd'hui à voir des jeunes gamins tirer sur des policiers avec des mortiers. Tant qu'on ne comprendra pas cette dimension culturelle, on n'arrivera jamais à résoudre quoi que ce soit avec le droit. Madame, si vous permettez, nous ne sommes pas en désaccord. Je ne veux pas rentrer ici dans la cause d'un comportement inadmissible que vous évoquez, et vous avez peut-être raison, mais je ne me prononcerai pas. En revanche, je retire de votre propos la nécessité absolue d'une éducation, c'est-à-dire de faire en sorte que ceux que vous citez qui ne seraient pas susceptibles d'adopter nos valeurs finissent par l'intégration. Quand c'est ça, l'éducation madame. qui passe par la famille, qui est la première souche du social, est défaillante, comment voulez-vous que l'État puisse pallier à l'éducation parentale? J'admets le fait que vous souligniez la carence éducative. Ce qui justifie que je vous réponde, éduquons-les. Ou alors une éducation anti-France, parce que malheureusement, cela fait partie de certains foyers de parents issus d'immigration. L'hostilité envers la France, prenez la famille Mohen Merah, c'en est parfaitement l'exemple. On n'a peut-être plus besoin maintenant de former des jeunes gens pour défendre la patrie, parce que l'armée est quelque chose de très technique. Mais qu'on ait besoin d'un encadrement militaire pour apprendre la façon de se comporter dans la vie civile, ça me paraît pas absurde. Bon, en tout cas, merci d'être venu dans ce studio, Monsieur Le Borgne. C'est toujours intéressant d'écouter vos arguments. On rappelle que vous êtes un avocat pénaliste, et ça fait quelques années maintenant, je crois. Le moment est venu de ne plus dire le nombre d'années. mais c'est d'autant plus intéressant, justement, parce que votre expérience peut éclairer nos débats. Je suis en train de travailler sur un ouvrage qui paraîtra dans quelques mois, sur la réponse pénale. On en reparlera. Écoutez, avec plaisir. J'allais dire, on n'a pas commencé à l'écrire cet après-midi, puisque je ne nous trouve pas assez sévère dans cette réponse pénale.